Bonjour Rodrigue. Bonjour Michel. Et bienvenue aux Chroniques du contrôle de gestion. Merci. L'objectif de cet entretien, c'est de pouvoir vulgariser notre métier, le contrôle de gestion. Parce que tu sais, beaucoup de gens ont une mauvaise perception de ce métier-là. Et l'idée, à travers ces entretiens, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas la bonne idée du métier de pouvoir comprendre à travers la vie des personnes que je vais interviewer, d'avoir une idée, une meilleure perception du contrôle de gestion, afin de permettre à notre métier de pouvoir prendre toute sa pleine mesure. Donc, bienvenue encore aux chroniques du contrôle de gestion. Rodrigue, la première question va consister à savoir comment est-ce que tu arrives dans le métier de contrôleur de gestion? Est-ce que tu fais ce choix pendant tes études? Est-ce que pendant tes études, tu savais déjà que tu vas faire le contrôle de gestion? Si oui, pourquoi? Ou alors, c'est dans le cours de ta carrière que tu te rends compte qu'il faut que tu fasses du contrôle de gestion. D'accord. Pour répondre à ta question, en fait, je vais revenir, permets-moi de revenir au lycée. Parce que je crois que c'est là que ça commence. Oui. Lorsque je faisais mon bac, je faisais un bac scientifique et un bac C pour ceux qui sont au Cameroun. Et donc, pendant mes études, je me suis passionné pour la comptabilité. Parce que j'avais un voisin qui était comptable et j'échangeais beaucoup avec lui. Et vu que j'étais doué avec les chiffres, notamment avec les mathématiques, je me suis passionné pour la comptabilité et j'ai décidé de faire des études en comptabilité. C'est de là que ça part. Ce qui semblait à contre-courant pour mes camarades de l'époque, parce qu'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui a de très bonnes notes en mathématiques, qui se débrouille pas mal en physique et en chimie, qu'est-ce qu'il va faire avec la comptabilité? Mais c'est quelque chose que j'aimais. Et après, je suis allé faire des études en comptabilité et en finance. D'accord. C'est très important. Dans le parcours, on vous donne non seulement des connaissances en comptabilité, en finance, en audit, en contrôle de gestion, en droit, et ainsi de suite. J'ai considéré ma formation comme une boîte à outils. Au terme de cette formation, j'intègre un cabinet d'audit où je fais de l'audit Excel principalement et un peu d'advisory, comme on s'appelle, du conseil sur la fin. Ouais. Un peu du conseil, c'était principalement du conseil en organisation. Donc, une fois que j'ai achevé mes 7 années dans ce cabinet de conseil, j'arrive en entreprise. Lors de l'entretien, mon boss me dit, il a créé une structure, c'est une structure dans laquelle on fait de l'audit et on fait aussi du contrôle de gestion. Est-ce qu'il pense que les deux vont ensemble? Je lui dis, je ne crois pas. Parce que autant l'auditeur interne notamment, c'est quelqu'un qui va venir revoir les process, les procédures, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de revoir le travail qu'a effectué le contrôle de gestion pour X ou Y raison. Autant le contrôle de gestion, c'est une activité qui accompagne le dirigeant dans le monitoring de la performance de l'entreprise. Donc, au départ, je lui ai dit non. Mais après, avec le recul, en y réfléchissant, j'ai accepté que les deux activités soient mêlées. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'arrivais dans un secteur que je connaissais un peu, mais pas suffisamment. Je me suis rendu compte qu'en intégrant les deux, j'allais plus facilement comprendre le secteur, mais aussi plus facilement être force de proposition dans l'un des domaines comme dans l'autre. Bon, après quelques années, franchement, moi je me suis lassé de l'audit. Je ne veux pas dire que c'est l'audit que l'audit qui n'est pas bien. Non, c'est simplement je me suis lassé de l'audit parce qu'il y avait un certain nombre d'activités qui pour moi étaient routinières, mais ça ne correspondait pas à mes aspirations profondes. Je m'épanouissais beaucoup plus quand je faisais du contrôle de gestion et d'ailleurs j'y consacrais beaucoup plus de temps. Donc, pour moi, à un moment donné, j'ai décidé de basculer vers le contrôle de gestion. D'abord en allant vers la direction financière, après en prenant tout le back-office d'une autre société. Et depuis 3 ans, je suis directeur du contrôle de gestion groupe dans un groupe d'assurance de la place. Ok. Donc, on va lui dire le nom, hein, nous on n'a pas. Non, pas du tout. Voilà. Donc, dis-moi, si tu devais définir le contrôle de gestion, si tu devais dire à un jeune de 10 ans, c'est quoi le contrôle de gestion, comment tu lui expliquerais? Ok. Moi, je lui dirais, le contrôle de gestion, c'est une boîte à outils qui te permet de comprendre une activité que tu es en train d'effectuer, qui te permet d'améliorer cette activité que tu es en train d'effectuer et de permettre que cette activité atteigne les buts et les objectifs que tu as fixés. Une boîte à outils. Boîte à outils.
Oui. Et si à la suite on te disait, c'est quoi l'importance du contrôle de gestion dans une organisation, que dirais-tu? Le contrôle de gestion est indispensable, je dirais, pour toutes les organisations. Je disais tout à l'heure que le contrôle de gestion, c'est une boîte à outils qui permet d'atteindre les objectifs. Je crois que chaque organisation qui se définit par rapport à une vision et à une mission qu'elle veut atteindre. Aujourd'hui, si vous voulez être certain d'atteindre cette vision-là, vous devez avoir un contrôleur de gestion. C'est indispensable. Pour moi, c'est pas parce que je fais le métier ou que je veux vendre le métier. Pour moi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement. Pourquoi? Parce que chacune des autres fonctions de l'entreprise est concentrée sur... Bon, en dehors de l'audit interne, chacune des autres fonctions contribue directement à l'exécution de la mission. L'audit participe à se rassurer que ces départements ou ces directions fonctionnent normalement. Et le contrôle de gestion veille à, comme on dit dans notre métier, d'une part l'efficacité et l'efficience. Quand on se rassure au travers, c'est-à-dire que les outils mis en œuvre nous permettent de nous rassurer qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés d'une part, et d'autre part, qu'on les atteigne en optimisant les ressources qu'on a. C'est pourquoi, pour moi, c'est une place centrale. Donc, qu'on soit dans une société de services, dans un groupe industriel et même dans une organisation non gouvernementale, on a besoin du contrôle de gestion. Et si on te disait, ben, c'est quoi donc le rôle du contrôleur de gestion dans tout ça? On comprend bien que le contrôleur de gestion est fondamental, indispensable, je dirais même incontournable. Alors, que penses-tu être le rôle du contrôleur de gestion dans cette dynamique-là? D'accord. Avant de répondre formellement, je voudrais d'abord démystifier quelque chose. Jamais on voit le contrôle de gestion à côté du DG. On a l'impression que la place ou le rôle du contrôle de gestion se limite à être un conseiller du DG. Non. Le contrôle de gestion, au travers de sa position, peut être, entre guillemets, un conseiller pour l'ensemble des directeurs opérationnels. C'est-à-dire le rôle du contrôleur de gestion. Il doit être. Oui. Il doit être. Le rôle du contrôle de gestion, c'est de mettre en place ce système de contrôle de gestion dont toi et moi on a parlé à une occasion il y a 3 ans, qui va driver et soutenir la performance de chacune des directions pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est-à-dire, le contrôle de gestion va mettre en place, entre guillemets, je précise, entre guillemets, on en parlera sans doute tout à l'heure, les procédures, les process, les KPI, tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Pour alors prendre de bonnes décisions. Pour prendre de bonnes décisions. Ouais. Donc, il le fait non seulement pour les directions opérationnelles, mais aussi pour les dirigeants. Donc, la fonction de contrôle, l'intérêt de la fonction de contrôle de gestion ne se limite pas aux dirigeants. Par exemple, il y a un exercice que les contrôleurs de gestion font beaucoup quand on leur permet de le faire dans les organisations, c'est d'accompagner les directions opérationnelles à préparer leur tableau de bord. Donc, cet exercice, par exemple, amène le contrôle de gestion à échanger avec le responsable pour identifier les processus clés, pour identifier les KPI qui sont significatifs pour les objectifs qui ont été définis. Et en cela, il aide ce directeur à atteindre ses objectifs. Mais on dit souvent que le contrôleur de gestion est un consultant interne, le contrôleur de gestion est un conseiller interne, le contrôleur de gestion est un business partner. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et dans au courant de l'exercice de tes fonctions, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu vis cette dimension de conseiller interne, de consultant interne et de business partner? Ça veut dire d'abord quoi? Et comment tu le vis dans l'exercice de ton métier? Le contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui, je viens de le dire, accompagne les uns les autres à atteindre leurs objectifs. Ça veut dire quoi? La première des choses, en fait, qui les accompagne, en fait, c'est à clarifier ces objectifs. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez me faire en question? Si on reprend le processus de fixation des objectifs, c'est que le contrôleur de gestion, après qu'on ait défini la vision, par exemple, globale de l'entité, de l'entreprise ou de l'organisation, il va accompagner le directeur opérationnel à définir les objectifs qu'il doit atteindre. Ces objectifs-là doivent s'aligner ou doivent permettre d'atteindre l'objectif majeur, global de l'organisation. Défini dans la vision. Exactement. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un directeur, je dis n'importe quoi, des RH, qui veut atteindre un objectif, par exemple, je vais parler de renouvellement ou de taux de rétention du personnel de 70%, alors que dans la vision, on veut être une entreprise qui apporte de la valeur aux employés et donc
quand on dit déjà ça, on comprend que l'ambition, ça peut être de retenir les gens au moins, d'avoir un taux de rétention au moins de 90%. Tout à fait. Donc, les objectifs individuels du département doivent s'aligner à l'objectif global de l'entreprise. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le contrôleur de gestion accompagne la direction dans l'exécution budgétaire. C'est aussi un aspect qui est facilement visible. C'est-à-dire, lors de la définition du budget de la direction, le contrôleur de gestion va vous accompagner dans la définition de vos budgets, dans la préparation de vos budgets, mais aussi il va vous accompagner lors de l'exécution, parce que c'est généralement lui qui va vous dire si vous avez encore de la marge ou pas, qu'est-ce qui avait été effectivement prévu. C'est avec lui que vous aurez cet échange, éventuellement aussi en cas de dépassement. Mais bien plus encore, je crois que le rôle du contrôle de gestion ne se limite pas là. Il va vous accompagner dans une certaine mesure, je précise, dans les alignements organisationnels. Vous accompagner à aligner votre organisation avec les objectifs que vous voulez atteindre. Ça, pour moi, c'est ça en fait qui fait du contrôleur de gestion un véritable business partner. Business partner, oui, ça veut dire qu'il accompagne tous les opérationnels, il accompagne tous les managers dans la dynamique de mise en place de leurs outils et même d'analyse des contenus de ces outils-là. Tout à fait. Si on te demandait, d'après toi, quelles sont les compétences que tu attendrais d'un contrôleur de gestion, que dirais-tu? Je dirais, ça va dépendre du niveau ou de la position de ce contrôleur. D'accord. Qu'il soit junior, intermédiaire ou qu'il soit un haut responsable hiérarchique. Ok, allons-y. Junior, intermédiaire, senior. Ok. Un junior doit avoir des connaissances, des compétences analytiques poussées. C'est-à-dire que la maîtrise d'Excel, c'est la base. Power BI. Power BI, Ouais. des outils de visualisation des données. Oui. Aujourd'hui, pour moi, ça c'est la base pour un junior. Oui. Mais surtout, il doit déjà avoir des bases, ou j'ai envie de dire des compétences analytiques de base. C'est-à-dire, il doit déjà être capable, c'est quelqu'un qui doit déjà être capable de faire le lien entre les choses. D'accord. Je dis ça comme ça. Et c'est une compétence qu'il va apprendre à développer, qui va le faire passer au niveau intermédiaire. Ensuite, au niveau intermédiaire, au-delà de ces compétences techniques de base, vous devez déjà avoir un pied dans les compréhensions des problématiques tactiques et stratégiques. Quand vous êtes intermédiaire, vous devez déjà avoir un pied à ce niveau. Parce que autant le junior, on va le cantonner généralement à des travaux d'analyse purement, travaux d'analyse de compilation, traitement de données. C'est principalement ça qu'on attend de junior. Autant lorsque vous êtes senior, on commence à vous demander à avoir un regard critique sur ce que vous avez regardé. Le junior, ce qu'il va se contenter de faire, généralement, c'est de dire, il a constaté que, je dis n'importe quoi, le chiffre d'affaires a augmenté de 15%. Il peut éventuellement identifier une ou deux raisons. Le senior, on attend que vous alliez plus loin en termes de compétences, de soft skills et en termes de compétences techniques. Premièrement, vous devez avoir des compétences analytiques beaucoup plus poussées. Ce chiffre d'affaires s'est augmenté de 15%. Mais pourquoi? Quels sont les tenants? Est-ce que c'est un effet coût? Est-ce que c'est un effet prix? Quel est le comportement éventuel des autres acteurs sur le marché? Parce que le chiffre d'affaires peut avoir augmenté de 15%, mais c'est simplement parce que vous avez un compétiteur qui a fait vos boutiques. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de célébrer le champagne. Tout à fait. Tout à fait. Vous n'êtes pas bon. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, en fait, il faut qu'il ait déjà un niveau d'analyse supérieur et qu'il se pose, en fait, dans les opérations sur les trimestres ou sur l'année au moins. C'est pour ça que je parle d'un raisonnement tactique un peu plus poussé. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion intermédiaire ne doit plus simplement regarder aux chiffres qu'il voit là. C'est-à-dire que s'il fait un reporting à la fin du mois, qu'il commence à envisager les conséquences à la fin de l'année par rapport aux objectifs qu'on va atteindre. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus loin. Qui est plus proactif. Exactement. Quelqu'un qui est au niveau stratégique. Lui, il doit bien entendu avoir des compétences en leadership. Ça, c'est la base. Il doit comprendre l'ensemble des outils techniques dont on vient de parler. C'est-à-dire, il doit comprendre au minimum comment fonctionnent les outils, les différents outils Excel. Il doit avoir des bases. Même si on ne demande pas de faire VBA, mais il doit avoir des bonnes bases. Il doit avoir des bases analytiques beaucoup plus poussées. Il doit avoir des compétences interrelationnelles beaucoup plus poussées. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, vous intervenez avec les autres directeurs. Vous devez être capable de porter un dossier stratégique d'acquisition d'un investissement, par exemple, un dossier de réorganisation d'une unité. Vous devez être capable de porter une problématique de réorientation stratégique. Donc pour moi, c'est ça, en fait, au niveau d'un directeur.
Un contrôleur de gestion qui est à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui est capable d'intervenir en conseil d'administration, d'expliquer pourquoi est-ce que l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs ou pourquoi est-ce qu'elle a atteint ses objectifs. C'est quelqu'un qui est capable de, même s'il ne conçoit pas les modèles, c'est vrai que c'est un point que j'ai oublié concernant le contrôleur de gestion intermédiaire. Le contrôleur de gestion intermédiaire, il doit avoir des compétences en modélisation. C'est vrai qu'établir des budgets, c'est de la modélisation. Mais il doit avoir des compétences beaucoup plus poussées en modélisation pour pouvoir envisager, je le disais tout à l'heure, envisager le futur de l'entreprise. Parce qu'à ce niveau-là, il doit déjà commencer à pouvoir projeter le futur de l'entreprise. Et effectivement, quand vous êtes déjà un directeur, vous devez envisager le futur de l'entreprise à 3, 4, 5 ans. Ça, pour moi, c'est des compétences indispensables. Super. Good. Je pense que là, on vient de faire le tour de tout ce qui tourne autour de la compréhension du métier. Maintenant, je vais aborder un sujet qui est très important et qui impacte négativement l'évolution et l'essor de notre métier dans notre environnement, la perception. Beaucoup de gens pensent que le contrôle de gestion, c'est l'audit interne, d'autres pensent que c'est l'audit externe, d'autres pensent que c'est le contrôle interne, d'autres pensent que c'est la comptabilité, d'autres pensent même que c'est la qualité. Dans une autre mesure ou dans un autre cadre, au sein des organisations, les employés de la même organisation traitent des contrôleurs de gestion avec beaucoup de distance, avec beaucoup d'esprit de peur. Et d'accord? Parce qu'on pense que ce sont des policiers qui viennent fouiner dans leur histoire. Et tout cela fait que le contrôleur de gestion ne parvient pas à prendre toute la pleine mesure de son poste. Question. Pourquoi est-ce que cette mauvaise perception persiste? Comment est-ce que toi tu as géré ce problème dans ton environnement et comment penses-tu qu'on devrait faire, comment penses-tu qu'un contrôleur de gestion devrait faire pour pouvoir casser cette problématique de perception au sein de son organisation? D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que la perception existe? Je vois que la perception est liée, si on prend mon histoire, elle est liée de cette confusion qui a tenu ou qui a produit dans plusieurs organisations. C'est qu'on rapproche malheureusement beaucoup des fonctions de contrôle de gestion des fonctions d'audit interne. On les fait marcher ensemble, on les entretient dans le même département, ce qui n'est pas nécessaire. Je vais dire ça comme ça. Donc ça entretient la perception que le contrôle de gestion, c'est un policier. La seconde perception est que, ou le second problème est que les gens perçoivent le contrôle de gestion comme quelqu'un qui va sanctionner. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va récolter les indicateurs qui traduisent la performance. Et c'est celui qui va vous dire si vous avez, qui va vous rappeler que vous avez atteint vos objectifs ou pas. Et ça, très souvent, ça constitue une sorte de frottement entre les collègues en entreprise et les contrôleurs de gestion. Comment le lever? Je crois que le premier levier, bon, et c'est pendant que je réfléchissais à la réponse à la question que je me suis rendu compte que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, quand on parlait des compétences nécessaires, c'est la communication. Un contrôleur de gestion communique et communique beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure des compétences, je ne sais pas comment j'ai fait des compétences en communication, je n'ai pas su. Parce qu'à tous les niveaux, en fait, on communique. Le contrôleur de gestion doit apprendre à communiquer avec les uns et les autres et savoir qu'ils ont cette peur. C'est-à-dire les uns et les autres ont toujours la crainte qu'ils ont affaire à un gendarme. Il doit donc se positionner réellement, non seulement dans sa tête, mais travailler à ce positionnement dans la tête des autres comme un business partner, un apporteur de valeur. Il ne doit pas simplement être celui qui dit, celui qui constate que les KPI n'ont pas été atteints. Il doit être celui qui est capable d'expliquer pourquoi ça n'a pas été atteint. Parce que les utilisateurs ou les autres départements ne savent pas toujours pourquoi. Quand vous allez voir le responsable commercial, si vous vous contentez de lui dire « Ah non, tu n'as pas atteint ce chiffre d'affaires, ton chiffre d'affaires durant ce mois, ton bonus sera impacté et ainsi de suite. » Tu n'améliores rien. Tu ne l'accompagnes pas. Tu crées la défiance. Tout à fait. Par contre, si tu viens lui dire « Sache que sur tel ou tel produit, en fait, tu n'as pas atteint tes objectifs. Mais c'est parce que je me suis rendu compte en creusant que le commercial qui est dans cette zone-là, il ne vend pas assez. Ou alors, il y a un commercial dans telle zone précise qui n'est pas performant sur les 3, 4, 5 derniers mois. Ou tu as tel client qui était dans cette zone qui a fermé. Et c'est pour ça que tu n'as pas atteint tes objectifs. Là, tu crées de la valeur et la dynamique de la relation change. Tu vois, même si tu seras toujours celui qui a constaté que
on n'a pas atteint les objectifs, au moins on sait qu'on peut compter sur toi pour comprendre pourquoi on n'a pas atteint les objectifs et surtout proposer des stratégies pour atteindre les objectifs. Et ça change énormément la perception. Tout à l'heure, je parlais aussi d'humilité. C'est très important. Le contrôle de gestion, quoi qu'on le dise, donne un certain pouvoir. C'est important de le faire avec beaucoup d'humilité et de simplicité par rapport aux autres. S'ils ont l'impression que vous vous positionnez comme étant au-dessus d'eux, vous allez les braquer. Il faut se mettre, vous êtes au même niveau qu'eux. N'essayez pas de vous mettre au niveau au-dessus parce que vous rencontrez le président ou le DG tout le temps. Oui. Vous avez accès au bureau du DG quand vous voulez. Non, n'essayez surtout pas. Vous allez vous bloquer. Pourquoi? Parce que la pertinence de votre travail, la qualité de vos analyses dépend des interactions que vous avez avec les utilisateurs, je vais dire ça comme ça. Peu importe le niveau d'ancienneté que vous avez dans une organisation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une organisation qui est dynamique, dans un environnement qui est mouvant. Si vous n'êtes pas tout le temps en train de discuter avec les uns les autres, sur les constats que vous avez fait, même si en apparence, c'est les mêmes constats que vous faites depuis 1950, si vous ne rediscutez pas année après année de la pertinence des constats que vous faites, vous aurez un problème à un moment donné. Parce qu'une législation peut entraîner un changement dans l'analyse que vous avez faite. Tout à fait. Or, vous n'êtes pas toujours au fait de ces changements. Ce sont les utilisateurs qui vont vous dire « Ah, tiens, Rodrigue, sache que le régulateur a demandé que dorénavant, on traite tel ou tel aspect ainsi. Ou alors, on interdit tel ou tel produit. » Si vous ne savez pas qu'on interdit tel ou tel produit et que vous venez simplement en réunion avec toute la force de vos analyses dire « Oh oui, franchement, le directeur commercial, il est incompétent, il n'a pas atteint ses objectifs ce mois-ci. » Mais ils vont vous accueillir avec la manière. Ils vont, comme on dit, ils vont vous laver correctement. Pourquoi? Parce que vous avez fait un constat, mais l'analyse qui ressort de ce constat n'est pas pertinente. On a interdit le produit, pourquoi vous voulez qu'il le vende encore? Et vous venez tout gaillardement soulever un fait qui n'en est pas un. C'est pour ça qu'il faut communiquer énormément avec les personnes. Et troisièmement, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Et pour moi, c'est un travail perpétuel. À chaque fois qu'il y a une dynamique de contrôle de gestion, que je dois mettre en place un nouvel outil de contrôle de gestion, tableau de bord, reporting, comptabilité analytique, analyse, je forme, je reforme, je resensibilise. Ça permet en fait d'inscrire la pertinence de mon métier dans l'esprit des personnes avec lesquelles je travaille. Tu vois, là en ce moment, par exemple, s'il y a une chose sur laquelle je travaille, c'est des outils pour faciliter la présentation lors des conseils d'administration. Donc quand je le fais, je forme des personnes qui vont utiliser ces outils-là. Ça entre la pertinence du métier. Je crée de la valeur pour eux. Ils savent que je suis utile. Donc en 2 mots, la perception, pour la casser, il faut se rendre utile, oui. Il faut communiquer, tout à fait, pour pouvoir permettre de comprendre aux gens que nous ne sommes pas des policiers, mais que nous sommes là pour créer de la valeur pour eux, dans leur environnement. Oui. Très bien. Dis-moi, aujourd'hui, je me rends compte que, vous savez, tu as des filières comptabilité, contrôle, audit. Tu as des filières audit et contrôle de gestion. Ça fait aussi partie des problèmes de cette perception. Oui. Quand on dit comptabilité, contrôle, audit, le contrôle, là, on n'est même pas sûr que c'est le contrôle de gestion. Exactement. Voilà. Et de l'autre côté, on a aussi audit et contrôle de gestion. Donc, tu vois, le fait de toujours mélanger, on pense que c'est dans la même dynamique que les autres. Et donc, du coup, tu as beaucoup d'étudiants qui sont dans ces filières et qui n'ont pas idée de ce que c'est que le contrôle de gestion ou qui voient le contrôle de gestion très à distance et se posent des questions. Si tu es face à ces étudiants et que tu devrais leur dire des choses qui puissent leur permettre de pouvoir avoir une visualisation claire du métier et des éléments motivateurs pour faire ce métier, ce serait quoi? Premièrement, c'est un métier passionnant. D'accord. Pourquoi il est passionnant déjà? Tu ne t'ennuies pas. Je disais tout à l'heure, le contrôle de gestion au cœur du métier de l'entreprise. Oui. Je vais te parler d'une de mes journées typiques. Je peux commencer par une problématique en apparence juridique. Mais en apparence juridique, pourquoi? Parce qu'elle a un impact sur la performance d'une entreprise, d'une de nos entreprises. Ah tiens, on est bloqué. Je rappelle que moi je suis dans un secteur réglementé. Donc,
ce type de problématique arrive très souvent. Ah, le régulateur a dit telle ou telle chose. Comment est-ce qu'on fait? On doit atteindre les objectifs, on a telle contrainte. Il faut atteindre les objectifs sous contrainte. Et pour ce genre d'exercice, vous devez associer le contrôleur de gestion. Donc, une fois que tu as fini cette problématique juridique, tu tombes sur une problématique, j'ai envie de dire, financière pure. On veut faire tel ou tel investissement, et comme je suis dans un secteur demandé, on se pose la question sur l'impact sur les ratios. Ça peut avoir une apparence juridique, mais ce n'est pas le cas. L'impact sur les ratios. Et donc, tu dois faire des analyses de sensibilité. Si on doit faire cet investissement, on le fait à quelle proportion? Quel est le montant qu'on doit dépenser au maximum pour que ça n'impacte pas négativement telle ou telle ratio? Tu finis cet élément-là, tu poursuis ta journée avec des réunions de performance. Donc, tu discutes, tu échanges avec les gens. OK. Le mois de janvier vient de s'achever, parce que pour prendre un exemple concret, le mois de janvier vient de s'achever, on est en février, on fait le point sur la performance de ton département, de ton activité pendant le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que tu as démarré ton année? Tu finis ça, tu travailles sur les outils que tu es en train de mettre en place pour accompagner les autres. Quand je dis, tu as aussi des outils. Sur Excel, sur PowerPoint et tout le reste. Je t'assure, tu ne t'ennuies pas du 1er janvier au 31 décembre. Et en plus, tu as des cycles. C'est-à-dire que tu as des cycles, dès le mois d'août, on démarre avec le budget. On va préparer les lignes de cadrage, on va accompagner les sociétés à préparer le budget. Après, on tient les conseils. Après, on commence à préparer le lancement de l'année. Et ensuite, dès qu'on a commencé l'année, on commence à suivre le budget. On clôture les comptes en avril. Donc, lorsqu'on fait la clôture des comptes, on fait un point sur les objectifs qui avaient été fixés pour l'année en question. Et ensuite, on essaie de voir est-ce que les objectifs qu'on s'est fixés pour l'année qui a démarré là tiennent toujours compte tenu des performances qu'on a eues pour l'année qui s'est achevée. On fait des points à mi-parcours. Tu nous tardes pas. Tu nous tardes. Je t'achète. D'accord. Donc, on dirait à ces étudiants que, ce n'est pas un métier routinier. Non, du tout. Ce n'est pas un métier où on s'ennuie. Du tout. Et deux, oui, si tu permets. Bien sûr. Pour quelqu'un qui veut comprendre comment une entreprise fonctionne, pour moi, tu as deux possibilités. Soit tu fais de l'audit interne, soit tu fais du contrôle de gestion, avec une priorité pour le contrôle de gestion. Pourquoi? Parce qu'en faisant du contrôle de gestion, tu es dans les opérations. Si tu veux comprendre comment une entreprise fonctionne, intègre le contrôle de gestion de cette entreprise. Tu vas maîtriser. J'aime souvent dire, et c'est ce que je dis à mes contrôleurs de gestion d'ailleurs, que s'il y a quelqu'un qui doit comprendre le fonctionnement de vos sociétés, qui doit l'avoir sur le bout des doigts, tous les compatibles, c'est vous. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu conclurais quoi face à ces étudiants qui sont dubitatifs? Faites le contrôle de gestion parce que... C'est passionnant. Faites le contrôle de gestion parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Et surtout, faites le contrôle de gestion parce que je trouve qu'il y a énormément d'ouverture dans une carrière de contrôleur de gestion. Pour ceux qui sont ambitieux et qui sont travailleurs. D'accord. D'accord. Rodrigue, dis-moi, comment est-ce que tu vois, parce que dans notre environnement aujourd'hui, la vérité c'est que beaucoup d'entreprises privées n'ont pas de département de contrôle de gestion. Les entreprises publiques d'ailleurs, on leur a imposé et ce n'est pas encore véritablement effectif. Ça veut dire quelque part qu'il y a une très grosse ouverture dans ce métier, quoique pas encore connu ou alors reconnu à sa juste valeur. Que dirais-tu de l'avenir du contrôle de gestion, d'une part dans notre environnement, où le métier reste assez méconnu ou alors mal perçu? Que dirais-tu du contrôle de gestion de demain face au développement technologique, face à l'avènement de l'IA? Est-ce une menace de disparition de notre métier comme beaucoup d'autres ou pas? D'accord. D'abord, dans notre environnement, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte des entreprises, pour la plupart des entreprises, des sociétés camerounaises, qui reposent sur un fondateur et sa capacité à comprendre un business, à l'exécuter. Vous savez, quand quelqu'un travaille ainsi pendant longtemps et qu'il a obtenu des résultats, lui demander de changer de méthode, c'est très compliqué. Et donc, ces personnes ne comprennent pas toujours la nécessité d'avoir quelqu'un qui aura un regard en plus du leur sur les performances du business et qui va leur rendre compte. Je crois qu'ici, c'est vraiment une question
d'éducation et de la compréhension pour un dirigeant des structures de gouvernance dont il a besoin pour piloter efficacement son entreprise. Quand un dirigeant a compris ça, il travaille avec un contrôleur de gestion. Et parfois, c'est-à-dire, par rapport à ce métier, c'est la forme qu'il donne. C'est-à-dire, peu importe la forme qu'il va donner au métier, parce que parfois, il ne donne pas au contrôleur de gestion la forme que nous venons de décrire. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui va suivre pour lui que les différentes actions, ça commence très souvent comme ça, que les différentes actions qui sont planifiées sont mises en place. Parfois, c'est comme ça que les dirigeants commencent avec la fonction de contrôle de gestion. Donc, dans ce cadre-là, il est donc nécessaire que non seulement les dirigeants soient formés, mais que les personnes qui sont appelées à occuper ces fonctions soient formées. Pourquoi? Parce que quand on prend quelqu'un qui est généralement quelqu'un à qui on fait confiance et qu'on lui dit, OK, suis telle ou telle chose, s'il a compris que ce qu'on lui demande de faire, c'est de mettre en place le contrôle de gestion, il va développer la fonction. Or, il arrive aussi très souvent que les dirigeants aient une idée de ce qu'ils veulent, mais la personne qu'il prend pour faire cela ne comprend pas le métier. Et donc, il va faire des choses, et après le dirigeant, quand vous reviendrez le voir, il vous dit, non, vos histoires de contrôle de gestion, là, ça ne marche pas. J'ai pris Paul ici, je lui ai demandé de faire le contrôle de gestion, je n'ai jamais vu un seul rapport. De toute façon, tout ce qu'il a fait, moi, je n'ai jamais utilisé. Vous voyez? Et c'est parce que Paul, même s'il comprenait le business, il n'avait pas une compréhension du métier du contrôle de gestion, donc il n'a pas apporté de valeur. Il est important, en fait, qu'il y ait une certaine éducation, une sensibilisation au métier. Et c'est la raison pour laquelle ce que tu fais est très important, aussi bien auprès des étudiants qu'auprès des dirigeants. Ensuite, il y a une problématique qui est importante de comprendre dans la vulgarisation de ce métier. C'est que le contrôle de gestion, qu'on le veuille pas, vient avec du pouvoir. Et si on le dit, ça veut dire qu'en entreprise, généralement, quand on va parler de la création de la fonction de contrôle de gestion, notamment dans les organisations publiques, on va la confier à quelqu'un à qui on veut donner quand même un certain pouvoir. S'il ne sait pas à quoi ça sert, il va très mal utiliser ce pouvoir, ou alors il ne va même pas l'utiliser du tout pour accompagner son dirigeant. Tout à fait. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a un vaste océan pour le développement du contrôle de gestion dans nos environnements en Afrique. Je ne parle pas du Cameroun simplement, mais dans nos environnements en Afrique. Que ce soit dans les services, dans l'industrie et même dans les ONG. S'agissant du futur, je regarde avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui tout ce qui se fait autour de l'IA, notamment, je crois qu'il y a 2 semaines, je me suis rendu compte qu'on peut rajouter Claude dans Excel. Oui. Je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais je me suis dit, il faut que j'essaye. Aujourd'hui, je regardais quelqu'un qui arrivait, avec un prompt sur Claude notamment, arrivait à générer un certain niveau d'analyse. C'est impressionnant. Donc, comme tous les métiers, le nôtre va être transformé ou révolutionné par l'IA. Mais je crois que l'IA ne pourra pas tout faire. C'est une chose de produire des analyses. On a vu tout à l'heure avec les 3 niveaux de contrôle de gestion, c'est-à-dire le contrôle de gestion junior, ensuite intermédiaire et le directeur, qui pour moi correspondent aussi à 3 saisons du contrôle de gestion, c'est-à-dire l'opérationnel, le tactique et le stratégique. Je crois que même avec l'IA, il sera toujours nécessaire d'avoir des contrôleurs de gestion humains, en tout cas pendant un certain temps encore. Pourquoi? Le premier point est lié à la relation humaine. Le contrôle de gestion, au-delà des chiffres, des tableaux, des outils pour lesquels nous sommes connus, c'est d'avoir un métier humain. Un métier humain qui commence par la vision jusqu'à l'exécution. Ça là, en attendant qu'on crée une IA qui peut raisonner, réfléchir, interagir avec les humains, nous avons encore de quoi voir une. Ensuite, pour le moment, je trouve que ce qui est demandé, c'est qu'il faut être capable d'analyser concernant une entreprise pour pouvoir prendre une décision. Et encore trop vaste pour qu'une seule IA aujourd'hui puisse prendre une décision à connaissance de cause. Donc, le troisième, je disais, il est encore humain. Humain dans le sens où, si tu le repositionnes dans notre environnement, je vois difficilement un DG, un responsable, pour le moment, surtout qu'ils sont tous d'une certaine génération, confier ou avoir les échanges dont nous venons de parler avec l'intelligence artificielle. Ils seront plus rassurés de discuter avec un être humain, à qui ils vont poser des questions, qui va les challenger, qui vont challenger. Et il faut aussi rajouter peut-être que l'IA
fonctionne en fonction de ce qu'il apprend, le machine learning. Tout à fait. Et dans des événements qui n'auront pas encore été intégrés dans son système, il ne pourra pas donner des avis dessus. Tout à fait. Donc je suis d'avis avec toi que notre métier a encore beaucoup... De beaux jours, en tout cas en tant que personne, métier de contrôle de gestion en tant que personne, mais ça ne remet pas en cause tout ce que l'IA va apporter. Hein. Non, mais bien au contraire, ça va optimiser la productivité de nos travaux. Tout à fait. Parce que si tu devais faire une semaine à construire un outil, avec l'IA, on pourra faire 30 minutes ou une heure pour le faire. Mais il faudra toujours penser le contenu de cet outil. Et c'est là où nous aurons notre place. Exactement. Voilà, donc on est bien d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Rodrigue, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Un mot pour la fin en ce qui concerne notre métier, dans notre environnement. Un mot pour la fin. Oui. Déjà, si ce podcast est adressé à des personnes qui veulent entrer dans le métier, je vous dirais, allez-y, faites-le. D'accord. Aujourd'hui, on a besoin de contrôle de gestion. Et pour illustrer mon propos, je vais te prendre une situation que j'ai vécue il y a quelques temps. Tu sais, il y a quelques mois, je recherchais un contrôle de gestion senior qui remplit les caractéristiques dont je t'ai parlé. Et si tu veux, je t'avais me contacter pour ça. Tu m'as contacté, oui. Je cherchais quelqu'un qui comprend les outils, le métier et qui a déjà un pied dans la stratégie. Si je te dis que ça m'a pris 7 mois. Waouh! Oui. Ça m'a pris 7 mois. Et j'en ai rencontré des contrôleurs de gestion. C'est pas qu'ils ne sont pas bien formés, hein, mais quelqu'un qui réunissait ces caractéristiques spécifiques que je cherchais. C'est-à-dire qui comprend les problématiques techniques et qui a déjà un pied dans la stratégie. Je n'ai pas pu en trouver. Ça m'a pris 7 mois pour trouver ce collaborateur. 7 mois. 7 mois. C'est une réelle problématique, Rodrigue. C'est une réelle problématique. Et ceci nous amène à dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le métier. Voilà. Formez-vous. Et de beaux jours devant notre métier. Tout à fait. Thank you. You're welcome. Merci d'être passé. Je t'en prie. Merci de contribuer à l'essor de ce beau métier. Je t'en prie. Thank you.